Merci beaucoup Adrien. Je pense qu'on ne va pas représenter chacun des participants à cette table ronde et que plutôt nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Enfin, table ronde, je ne sais pas exactement quelle forme notre discussion va prendre. Je propose que nous commencions avec Philippe Artière et que Philippe nous parle de la production d'affiches de l'atelier populaire aux Beaux-Arts de Paris, occupé, Beaux-Arts de Paris, où en l'occurrence, il est en train de préparer une exposition avec moi sur un sujet qui n'est pas seulement l'affiche des ateliers populaires. Nous allons présenter une collection d'affiches de l'atelier populaire, la plus exhaustive possible, et puis aussi de très nombreux projets qui sont inédits. Et ensuite, nous déborderons de mai 68 parce que je crois que les uns comme les autres, nous ne sommes pas forcément des célébrants de commémoration, mais des historiens qui travaillent sur des événements qui parfois rencontrent des anniversaires, mais nous n'y travaillons pas parce que ce sont des anniversaires. Philippe. Oui, merci beaucoup et merci à vous d'être là ce soir si tard pour effectivement essayer ensemble de discuter ce moment que Michel de Certeau qualifiait de prise de parole et qui, dans le travail qu'on a mené avec Éric de Chassey, apparaît aussi comme une prise de l'image. Une prise de l'image au sens où, comme vous le savez sans doute, dans ces années 68, l'image était essentiellement le monopole du pouvoir. Et je crois que ce qu'il y a de tout à fait intéressant dans ce qui se passe à partir de mai-juin 68 et qui va courir tout au long des années 70, qui couvre donc le parcours que l'on proposera dans cette exposition au Palais des Beaux-Arts, c'est bien ces années 68 nées de l'historiographie dont on doit beaucoup à Michel Zancarini-Fournel, à Geneviève Armand-Dreyfus et à tant d'autres. C'est encore une fois une histoire collective et je crois que ce que nous proposerons avec Éric, c'est bien aussi à un moment donné l'aboutissement ou en tout cas je ne sais pas si c'est l'aboutissement ou plutôt la mise en chantier de tout un ensemble d'archives, au sens où Foucault l'entendait, mais d'archives visuelles. Et quand Michel de Certeau parlait d'une prise d'écriture, je disais peut-être une prise d'image, au sens où Armando Petrucci, cet immense historien, je dirais épigraphiste italien, qui a beaucoup travaillé sur évidemment la Rome antique, mais aussi sur la Rome fasciste, parlait de programme d'écriture. Et on a là, je crois, avec l'atelier populaire des Beaux-Arts, un véritable programme iconographique qui se déploie et qui est absolument inédit, en ce sens qu'il est en relation directe avec les luttes contemporaines en mai-juin 68. Et c'est ce qui est très troublant. L'atelier, l'école des Beaux-Arts est occupée, est en grève. L'école des Beaux-Arts se met en grève à partir du 15 mai et dès le 17 mai, l'atelier des Beaux-Arts produit, l'atelier populaire des Beaux-Arts produit une première affiche qu'on voit ici, là-haut, tout en haut, qui est les fameux UUU, usines
Université Union, qui est une sorte de programme en soi, aussi de l'affiche comme une écriture exposée performative, je dirais, pour reprendre les catégories d'une certaine sociologie pragmatique qui, voilà, c'est à la fois ce qui se passe et ce qui doit advenir. Donc cette question-là me semble absolument essentielle dans ce programme d'écriture qui est aussi un programme d'image, puisqu'il est essentiellement effectivement le fruit d'un collectif. On reviendra sur cette question du collectif, je pense, parce qu'elle est absolument essentielle dans l'atelier des Beaux-Arts. Et cette question d'être en certaine manière parfaitement contemporaine et en même temps d'être à certains égards non pas seulement un soutien, mais d'être, et je pense que cette notion-là est très importante, d'être en coprésence avec, même si elle est anachronique, en coprésence avec les luttes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces jeunes gens qui sont dans l'école des Beaux-Arts, qui est une école qui rassemble à la fois des architectes et des étudiants artistes, puisque la réforme disons, qui sépare les architectes et les artistes dans les écoles des Beaux-Arts viendra après 68, juste après, c'est un moment de rupture important. Eh bien, cette idée que finalement l'image doit occuper l'espace de la ville. Alors, on a ici des images qui sont évidemment totalement décontextualisées, puisqu'on a des images qui ne sont pas sur les murs de la ville. Mais il faut bien imaginer que les images de l'atelier populaire des Beaux-Arts sortent des Beaux-Arts et viennent envahir la ville. Et viennent envahir aussi des monuments, les universités, évidemment, la cour de la Sorbonne, mais aussi un ensemble d'autres lieux, y compris des usines. C'est le sens de ce moment très singulier entre l'union des étudiants et des travailleurs. Pouvoir de l'image en ce sens qu'il renoue sans doute avec l'idée que l'image peut précisément être le point de jonction entre différentes luttes. On reviendra tout à l'heure sur la question de l'adulte et des enfants, mais je crois qu'il faut aussi imaginer que cette société des années 60 est une société absolument cloisonnée, avec d'un côté le travail manuel et de l'autre le travail intellectuel. On n'est absolument pas dans le tertiaire à cette époque-là. Donc il faut imaginer qu'au café, il y a à la fois des intellectuels et puis des manuels, et que c'est peut-être quelque chose qu'on a un petit peu tendance à oublier. L'usine, l'ouvrier et je dirais l'administrateur, l'ingénieur sont dans un même lieu. Alors, ce qui me paraît intéressant, encore une fois, dans ce programme iconographique de l'atelier des Beaux-Arts, dont j'ai dit à quel point, d'une part, il n'est pas, même si certaines images sont après coup, et on y reviendra peut-être dans la discussion, revendiquées par certains artistes, mais il est d'abord collectif et anonyme. Et là, on a finalement dans cette image la trajectoire, enfin l'histoire de
cette production de plus de 250 affiches qui ne sont pas que 250 affiches, puisqu'il y a près de, je crois, 250 aussi projets. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un... Quand je dis qu'il s'agit d'un programme iconographique, c'est-à-dire que tout passe devant des commissions. On a l'idée que 68, c'est interdit d'interdire, mais c'est un slogan absolument qui a recouvert des pratiques qui étaient des pratiques extrêmement strictes. Les pratiques à l'Atelier des Beaux-Arts, et Pascal Le Thorel l'a largement écrit dans des textes, et elle l'écrira à nouveau dans le catalogue, comme Anne-Marie Garcia, qui est la conservatrice des Beaux-Arts, de la collection des Beaux-Arts. Ce programme iconographique, il est très réglementé. Il est très réglementé en ce sens qu'il y a des projets qui sont soumis à des commissions, et que ces commissions examinent à la fois l'esthétique de l'affiche et bien sûr aussi l'idéologie de l'affiche. Mais je ne vais pas trop aller du côté de l'idéologie, puisqu'on va largement y revenir dans le second moment de la table ronde. Simplement pour insister sur ce côté de l'organisation qui n'apparaissait pas, et grâce à grâce à la fois des saisies policières, puisque il n'y a pas meilleur archiviste que la police, je suis au regret de vous l'annoncer, et il n'y a pas aussi meilleur archiviste que les archivistes, en ce sens que on oublie que cette vieille école, qui est l'école des Chartes, qui est à 2 pas de l'autre côté de la rue, forme des gens, elle n'était pas là autrefois, mais forme des gens qui ont, comme dirait Agnès Varda, je dirais un habitus de glaneur. Donc ils ramassent, et d'aucuns ont beaucoup ramassé en 1968, ont glané en 1968, et ils ont glané beaucoup de documents, et notamment on a la chance d'avoir cette archive aux Archives nationales. Ils ont glané les cahiers d'intendance. Ces cahiers d'intendance des Archives nationales, de l'Atelier populaire des Beaux-Arts. Et je dirais juste un mot sur le caractère populaire. Vous savez que dans ces années 1970, ils vont faire l'objet, cet adjectif populaire va faire l'objet d'énormes discussions, et puis pour finalement, aujourd'hui, devenir l'adjectif, d'une certaine manière, d'une histoire populaire de la France, des États-Unis, et notamment des États-Unis, avec Howard Zink, qui a publié cette histoire populaire, et qui est l'histoire des vaincus. Donc c'est quand même pas inintéressant de se dire que finalement l'atelier populaire, rétrospectivement, pour toute une génération, en tout cas la génération des 20 ans, c'est d'abord l'atelier des vaincus. Et je crois que c'est intéressant de montrer cette collection des vaincus, même si, encore une fois, faut-il le dire, 1968, du point de vue des luttes sociales qui sont centrales, c'est quand même 35% d'augmentation du SMIC, qui n'est pas imaginable aujourd'hui. Imaginez les ministres des Finances et le Premier ministre Philippe a annoncé une augmentation de 35% du SMIC. Je crois que là, le MEDEF tomberait de sa chaise. Mais donc ces cahiers d'intendance, qu'est-ce qu'ils montrent? Ils montrent aussi que finalement, l'Atelier des Beaux-Arts, tout artiste qu'ils sont, et tout architecte qu'ils sont, ils sont déjà dans une véritable économie aussi. C'est-à-dire qu'ils tiennent des comptes,
C'est-à-dire qu'il ne donne pas les affiches à n'importe qui, et il y a tout un ensemble de données extrêmement... on compte les baguettes de pain, on compte le tabac qu'on fume, on compte les litres de vin qu'on boit, etc., etc. Donc il y a véritablement, à côté de ce programme iconographique, une économie de l'atelier populaire des Beaux-Arts qui, là encore, grâce peut-être au temps, fait que on en a maintenant une représentation beaucoup plus claire et beaucoup plus, je dirais, moins fantasmatique. On est dans quelque chose... Oui, effectivement, ça marche comme ça marche au moment de la Commune de Paris. L'imprimerie nationale au moment de la Commune de Paris, vous savez combien l'affichage, l'écriture exposée, en l'occurrence l'affichage, était essentiel puisque les décrets étaient systématiquement affichés. Bon, la Commune fait partie de ces références qui ne sont pas ignorées par l'atelier populaire, c'est-à-dire que afficher dans l'espace social, c'est aussi d'une certaine manière inscrire dans l'histoire. Alors je voulais insister sur ce point pour commencer, et puis dire aussi à quel point c'est aussi une manière, ce programme iconographique, il représente à distance les grèves. Parce que ces jeunes gens qui sont dans l'atelier populaire, ils ne vont pas dans les usines. Ce sont les usines qui viennent à elles, ce sont un certain nombre de représentants qui viennent. Donc, c'est comme ça, finalement, que je finirai ce premier temps d'intervention. Ils produisent une certaine représentation du mouvement social, qu'on voit très clairement... là, au milieu, balayons les réformes, ou encore cette manière d'imaginer que la lutte continue de ce groupe d'ouvriers qui fait corps. Or, on sait bien aussi qu'au sein de l'usine, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, qu'il y a certes des OS, mais il y a aussi des contremaîtres et qu'il y a toute une hiérarchie au sein de la chaîne. Donc il y a une sorte aussi de fantasme de l'ouvrier dont il ne faudrait pas non plus gommer toutes les aspérités. Alors, une des questions qu'on se pose quand on regarde les images produites au moment de mai 68, pas forcément dans l'atelier populaire, mais de manière plus large, c'est comment la volonté de s'engager politiquement conduit les artistes à des positions qui sont des positions éventuellement très hétérogènes ou très hétérodoxes par rapport à ce que l'on a l'habitude de considérer. C'est-à-dire que, en règle générale, quand on parle de mai 68 et du rapport aux images des participants à ces événements, ce sur quoi on met l'accent, c'est effectivement l'atelier populaire. Et mettre l'accent sur l'atelier populaire, c'est une vraie nécessité, c'est une histoire encore à faire, et Philippe Artière vient de le dire, c'est une histoire que nous essayons d'approfondir et de faire avec quelques autres. Mais à la même époque, des artistes peuvent soit participer à l'atelier populaire, soit ne pas y participer, être extrêmement engagés politiquement et faire des choix qui sont des choix extrêmement différents. Donc j'ai juste pris deux exemples qui me semblent des exemples un peu hétérodoxes par rapport à ce que l'on a l'habitude de voir, qui sont deux exemples d'artistes abstraits. L'un, Olivier Mosset, qui n'est pas français, et ça a son importance dans cette période, puisque ça va le conduire, son engagement politique va le conduire à être expulsé, avec un certain nombre d'autres étrangers, par exemple Rulio Leparc qui lui a participé à l'atelier populaire, artiste argentin. Olivier Mosset est l'un des signataires, anonyme mais aujourd'hui on connaît le nom de chacun de ces signataires, de cette affiche qui est placardée dans quelques endroits de Paris, apparemment elle n'a pas été placardée massivement, qui est appel à la violence et qui insiste sur la nécessité du passage à ce qui est présenté comme la lutte armée. L'affiche se termine par cet appel à la violence et l'actualisation de la trajectoire qui va de la pensée au pavé. Armons-nous. Que fait Olivier Mosset dans sa production artistique de la même époque? Eh bien, il fait ce qu'il fait depuis 1966,
c'est-à-dire des tableaux d'1 mètre carré blanc, avec en leur centre un cercle noir de 18 cm de diamètre, œuvre qu'il va répéter inlassablement de 1966 à 1974, à un moment où, par ailleurs, il est, je le redis, très fortement politisé, puisqu'il est un des militants de Vive la Révolution, qui est un des mouvements maoïstes qui est mis en place dans la suite immédiate de mai 68. Et il demande, par exemple, pour rédiger le texte de son premier catalogue d'exposition, dont vous avez ici une image, qui a lieu au mois de décembre 1968, il demande à un militant de l'UJCML, Jean-Paul Dolé, donc de l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, c'est-à-dire ce qui est le noyau de ce qui va devenir en partie Vive la Révolution, la dissidence maoïste sortie des jeunesses communistes, d'écrire le texte de présentation. Et ce texte de présentation fait une lecture politique des œuvres d'Olivier Mosset. Alors, pour moi, c'est important de le montrer parce que ici, on est à la limite d'une production d'images. On est à la limite de ce qui peut être envisageable comme étant une utilisation politique de l'image, et pourtant, c'est dans un rapport extrêmement fort à cette dimension politique. Rétrospectivement, Olivier Mosset dira dans une interview de 1977 « Mes tableaux avaient l'avantage de désigner ce qu'ils n'étaient pas et de laisser libre le champ des luttes. » Je prendrai un deuxième exemple, qui est un exemple finalement assez proche d'Olivier Mosset, qui est celui de Pierre Buraglio, qui a été plus proche d'un des compagnons d'Olivier Mosset dans les aventures de 1966-1967, de plusieurs compagnons, Michel Parmentier et Daniel Buren en particulier. Pierre Buraglio, qui lui aussi est au départ un des membres de l'Union des jeunesses communistes, qui adhère au maoïsme à partir de 1967. Il est pour le coup un des fondateurs de l'UJCML, qui va être extrêmement actif à l'intérieur de l'atelier populaire, mais, dira-t-il, ne produisant aucune image et considérant que son travail à l'atelier populaire, c'est un travail d'organisation. Un certain nombre des participants à l'atelier populaire le décrivent comme le commissaire politique de l'atelier populaire. Il est notamment l'auteur de d'après un certain nombre de témoignages, de quelques affichettes indiquant, avec des slogans très marqués par des citations de Mao Tse-tung, sur le fait qu'il est aussi important de balayer que de produire une image ou des choses de ce type-là. Chez lui, la réaction à la volonté d'engagement politique va être tout à fait différente de celle que je viens d'évoquer, puisque ce que fait Pierre Buraglio, c'est d'en tirer la conséquence de son engagement politique, qu'il est nécessaire de s'arrêter d'avoir une pratique artistique. Donc vous avez ici ces derniers tableaux, des Mondrian camouflés, des tableaux faits sur des variations de composition de Mondrian, où les pans de couleur ont été remplacés par des morceaux de treillis militaires. Et puis après, il s'arrête, et jusqu'en 1974, il va travailler comme rotativiste chez Bayard Presse, en essayant de mener des luttes sur le terrain. Et pour lui, la conséquence radicale, c'est une incompatibilité entre la production artistique et l'activité politique. Avec, et c'est une chose qu'on ne connaissait pas jusqu'il y a très peu de temps et que nous allons montrer pour la première fois, avec, cela dit, production d'images, mais production d'images qui, pour lui, au moment même où il les fait, ne sont pas des images artistiques, mais des images uniquement politiques. Et il fait une distinction extrêmement forte de ce point de vue-là. C'est par exemple la brochure pour laquelle il réalise l'image de couverture contre les propriétaires dans le 13e arrondissement et les promoteurs, sachant qu'il est lui-même propriétaire d'un immeuble d'habitation qu'il met en location à cette époque-là, mais ça, nul n'est à l'abri de contradictions, et que quand il va travailler comme rotativiste, il peut le faire d'une façon peut-être plus facile que d'autres, parce qu'il a des revenus par ailleurs. Mais enfin, passons, c'est une chose qu'il assume par ailleurs. Et puis, cette affiche pour la collection Les Justes,
qui par ailleurs, dans l'utilisation des images, me semble avoir un effet d'époque extrêmement fort, puisque sous l'appellation Les Justes, on trouve Ho Chi Minh, le Che, Lénine et Martin Luther King. Pas vraiment une constellation qu'on mettrait ensemble aujourd'hui sous l'appellation Les Justes, si j'en juge par certaines polémiques en plus. Alors, je propose que très rapidement, on voit un extrait d'un petit film de Virginie Linhart, qui n'a finalement pas pu être là ce soir, mais qui était annoncé, sur la création de la faculté de Vincennes. Si ça marche, si la technique peut faire le basculement entre ce PowerPoint et... Petite fille, j'entendais sans cesse parler de Vincennes. Pas pour aller pique-niquer dans le bois, mais parce que c'était là que mon père, le philosophe écrivain Robert Linhart, enseignait. Là qu'étudiaient tous ces jeunes gens qui venaient le soir à la maison refaire le monde. Là enfin, que j'avais la chance de l'accompagner lorsque je n'avais pas école. Alors un jour, je suis allée voir dans le bois ce qu'il restait de l'université de Vincennes. Now I wrote my own Bible, but I couldn't read the signs, mistaken for an amo, or simply pushed aside. The dog man from the field said, come on, don't be shy. You can't lose this battle if you just get out alive. There's a girl in the middle with a camera in her eyes, and she's asking me to follow her to paradise. J'ai passé un moment à regarder autour de moi. J'avais encore les sons, les odeurs, les images dans la tête. Et le tutoiement. Comment parler de toi sans te tutoyer, Vincennes? Entre tes murs, tout le monde se disait tu. Du cantinier au président de l'université, de l'étudiant au professeur. C'est le vide de la clairière qui m'a décidé. Comme à chaque fois que je rencontre des trous dans l'histoire, je ne supporte pas qu'on puisse effacer, oublier, éradiquer. Beaucoup de ceux qui ont contribué à ta légende ont déjà disparu. Il est temps de retrouver les figures célèbres et anonymes qui sauront raconter ce qu'ils ont vécu ici pendant 10 ans. Quand même, ils auraient pu mettre un monument. Ce vide n'est pas vide, hein. Il est saisissant. Il a un côté théâtral ou romanesque, je sais pas, enfin, puisque j'arrive ici en vous suivant et en me disant Virginie a trouvé. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est quand même bien un exemple unique dans l'histoire où, archéologiquement, il n'y a rien. On pourrait être au fin fond du Périgord, je ne sais pas où. Enfin, on est à 200-300 mètres du château de Vincennes et du métro et du RER, et on est, d'une certaine façon, nulle part. Alors, où est-ce qu'on a enterré ce vieux stalinien qu'on avait assassiné un soir? Dans quel coin? Ce que je me demande, c'est que si le bassin était là, puisqu'il y avait un bassin entre le restaurant universitaire et les bâtiments de philo et de sociaux, si le bassin était là, pourquoi les arbres sont tout autour, y compris où il y avait les bâtiments, quoi. Voilà. C'est ça qui me rend perplexe. Ils ont peut-être remblayé le bassin, c'est possible? Ah, c'est possible. Mais pourquoi ils ne pousseraient pas d'arbres sur le bassin? Si on l'a remblayé, il y a de la terre. On dirait qu'on a fait exprès, en fait, de faire une clairière. C'est ça que ça... Peut-être ils ont voulu qu'il y ait une trace, finalement.
pour les gens qui connaissent l'histoire de cette faculté qui a disparu. C'est très curieux, il y a une remarque sur... dans une notice sur Vincennes qui m'a frappé, où il a indiqué, j'ai oublié la phrase exacte, mais ça dit « L'emplacement de l'ancien centre est introuvable, il n'y a ni marque ni plaque. » Camarades, nous irons au centre du quartier latin. Nous irons dans des voies pavées. Au tout début, il y a un séisme, mai 68. Ce nouveau monde qui prend la parole et terrifie le pouvoir gaulliste. Les jeunes. Étudiants, ils rejettent le caractère insupportablement archaïque du mode d'enseignement. Non diplômés, ils dénoncent une société figée qui n'offre aucune perspective d'évolution. Ensemble, ils se retrouvent autour d'un espoir fou. Tout changer. Les structures de l'université ne nous satisfont pas. Elles ne correspondent absolument plus à la société actuelle. Et cette société actuelle ne correspond absolument plus aux besoins de l'avenir. Et c'est cet avenir que nous, qui sommes jeunes, essayons de créer, essayons de faire progresser. Nous ne voulons pas que les choses restent comme elles sont, parce que comme elles ne sont pas bonnes. Vous êtes 80% d'intellectuels ici. Et moi qui ai mon certificat d'études, eh ben jamais j'arriverai au niveau du haut. Et malgré tout, je ne suis pas un minable. Oui, moi je suis garçon de café, je suis même maître d'hôtel. Eh ben on n'avait plus le goût, quand vous avez fait 12 heures de travail, d'aller prendre des cours à la Sorbonne. Non, c'est pas vrai. La rue est à eux. Ils sont nombreux, bruyants, révoltés. Dans l'urgence, Edgar Faure, le ministre de l'Éducation nationale, imagine alors une annexe de la Sorbonne. Il faut exiler les trublions du quartier latin à l'orée de Paris. Cette parité pouvant être rompue en faveur du corps enseignant. C'est là que tes fondateurs ont une idée de génie. Se saisir de l'opportunité pour faire de toi l'université de leurs rêves. Ça allait très vite. Bon, Paris avait pris feu. On va peut-être reprendre les images. Si on peut rebasculer. Merci. Juste dire un mot pour créer un peu de débat dans cette soirée fort belle. On est bien dans la reconstruction d'une histoire, parce que ce qui est très intéressant, c'est que entre mai 68 et Vincennes, il y a l'usine. Et il y a cette pratique qui va être instituée comme acte politique, qui est d'aller travailler à l'usine. Avant Vincennes, il y a évidemment et Robert Linhart, le père de Virginie et de Pierre Linhart, va donc rentrer à l'usine, comme beaucoup, et s'établir. C'est cette pratique de l'établissement qui est quand même absolument saisissante. Et pour c'est tout à fait intéressant de voir dans ce film combien finalement la discontinuité historique est effacée au profit d'une linéarité, à savoir que pour Robert Linhart, qui quand même a été un des pieds rouges, c'est-à-dire après 1900, après l'indépendance algérienne, va en Algérie comme militant pour participer de l'indépendance algérienne comme français, va participer progressivement à une lutte
pro-chinoise contre le PCF français et contre, d'ailleurs, d'une certaine manière, il dira 68, c'est pas grand-chose. Il fallait aller aux usines. C'était les usines qui étaient importantes. Et dans ce film, qui est une sorte de reconstruction par sa fille elle-même, qui est tout à fait intéressant comme témoignage, je ne crois pas qu'il fasse histoire. Et c'est pour dire aussi le pouvoir des images, combien un film aujourd'hui sur l'université de Vincennes zappe totalement le moment ouvriériste qui est essentiel évidemment dans le parcours d'un certain nombre de militants maoïstes qui passent par l'usine et qui laisseront beaucoup d'énergie et de temps avant de entrer dans l'université. Et encore une fois, la loi Faure et la création de deux facultés, il ne faut jamais l'oublier, l'université de Vincennes, qui deviendra l'université de Paris 8, que vous pouvez visiter encore aujourd'hui, et l'université de Dauphine, qui est sur le site initial de Dauphine, et qui, vous savez, produit un certain nombre d'économistes et de gestionnaires de la nation française. Donc je pense que c'est important quand même de rappeler ça sur cette question du pouvoir de l'image, mais voilà, je voulais juste dire deux mots sur ce point. Alors, je reprends les choses peut-être en repartant en partie en arrière, pour dire que un des éléments qui est très important, et dans le rapport à la pensée, et dans le rapport à la production des images, a un ailleurs. C'est-à-dire qu'on voit dans ce moment-là aussi une chose que, rétrospectivement, je proposerais personnellement de lire comme une forme d'exotisme ou d'orientalisme nouvelle manière, à la manière des années 1960, qui n'est pas la même manière que celle du 19e siècle, mais qui produit un imaginaire extrêmement fort, avec un ensemble d'images qui sont très 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 présentes dans l'environnement visuel de l'époque, de façon générale, et qui vont produire des reprises très directes d'images, aussi bien dans l'histoire du cinéma, on n'a pas le temps d'y insister, mais il me semble important de le souligner avec le moment maoïste des cahiers du cinéma, que dans les arts visuels, qu'on se met à ce moment-là à appeler art plastique d'ailleurs, et avec des tableaux. J'ai pris un exemple qui est celui de ce tableau de Rancillac. Les dirigeants chinois saluent le défilé du 20e anniversaire de la Révolution de 1970, qui est très directement une image de propagande. Alors une image de propagande complexe qu'on peut déconstruire, etc., mais une image de propagande quand même. Et même dans le domaine de la littérature enfantine, on trouve une production d'images de ce type-là qui a fait l'objet d'une analyse en France à partir de quelques exemples de Cécile Boulère, mais en fait les exemples sont plus nombreux que ceux qu'elle avait repérés à l'époque. Ils sont difficilement repérables parce que ce n'est pas des choses qui ont été tellement conservées, mais je vous en donne juste un exemple qui est la dernière page, enfin qui est une des dernières pages du livre Deux sœurs héroïques de la steppe, qui est l'histoire de deux petites filles qui vont sauver le troupeau de moutons qui s'est égaré dans la steppe, et le font grâce à la lumière de la pensée Mao Tse-tung qui les éclaire à la fin de leur parcours. Alors, ici, on est dans un cas d'imagerie très explicitement politique. Sophie, si vous pouvez nous parler de ces images qui sont à la fois parfois très politiques et parfois moins explicitement politiques, plus liées à la question de la culture populaire, mais qui est aussi un sujet éminemment politique. Philippe a dit à quel point le populaire est à ce moment-là un sujet essentiel. Ça serait vraiment très bien. D'accord, merci. Alors là, je vais ouvrir un volet qui est dans notre histoire visuelle de mai 68, qui est peut-être, je pense, un peu, enfin, c'est beaucoup moins célèbre, moins connu. Et c'est que comment ces années 68 ont marqué un moment charnière
pour la culture enfantine, qui est devenu un lieu vraiment d'expérimentation et de contre-culture. Ça a été vraiment un grand moment d'ébullition dans la culture à destination des enfants partout en Occident. On commençait vraiment à repenser les rapports de pouvoir entre adultes et enfants au sein de la famille et dans les institutions. Et on cherchait désormais à parler, comment parler autrement aux enfants. Et donc de nombreux éditeurs à l'époque pour enfants se revendiquaient, enfin se considéraient comme 68 arts. Et il faut savoir que François Maspero a été le premier client important de la maison L'École des loisirs, par exemple. Alors ce soir, j'ai sélectionné 2 livres emblématiques pour vous plonger un peu dans l'imaginaire de ce moment d'ébullition. L'éditeur qui m'intéresse ce soir et qui sera l'objet d'une exposition que j'organise en mai 2018 à la médiathèque Françoise Sagan. C'est dans le 10e, c'est juste à côté de la gare de l'Est. Donc cet éditeur s'appelle Harlan Quest. C'est un duo franco-américain dont on a affublé d'une multitude d'épithètes comme les kamikazes de l'édition pour enfants, les mousquetaires de l'album pour enfants, des révolutionnaires, etc. Et donc notre premier livre s'appelle Les télémorphoses d'Alala. Il a paru en 70 et il compte les voyages d'une petite fille dans sa télévision. C'est une sorte d'Alice au pays des merveilles pour l'ère du Verseau. Oui, c'est bien là. C'est un beau livre noir avec des couvertures, des pages d'ouverture noires. Donc déjà, il y a un espèce de défi aux conventions qui dominaient dans la littérature de jeunesse de l'époque. Il ne faut pas de couleurs sombres, déprimantes. Et nous ouvrons le livre avec une image qui met en scène, un tableau banal, c'est-à-dire des parents, une maman et un papa avec leur fille sur le canapé. Voilà. Et donc on voit très bien là comment l'artiste française Nicole Clavelu s'est inspirée de la contre-culture de l'art contemporain de son époque, surtout le graphisme new-yorkais de Pushpin Studio, et aussi l'artiste allemand Heinz Edelmann, le directeur artistique du film animé des Beatles, Yellow Submarine. Et dans ce livre, des motifs surréalistes pullulent dans les pages, explosent, des images aussi qui font des clins d'œil aux affiches de mai 68. Voilà. Comment c'est ? D'accord. Et aussi, on voit bien, à partir des images, les esquisses, les tableaux préparatoires de Clavelu, jusqu'à tel point aussi, le papa était un hommage à Jimi Hendrix, voire même des Panthères Noires. Et pour la version finale, qui est en bas, on voit bien comment il a quand même été un peu arrondi, rendu plus paternel. Donc les lunettes de soleil ont disparu. Et il ne fume plus de pipe en forme de bombe. Et cet album, je l'ai sélectionné parce que ça nous permet de voir un peu le sans-peur des éditions Harlan Quist, la volonté de donner aux enfants l'art vraiment innovant, expérimental, et de donner aux artistes pour enfants la liberté totale pour s'exprimer. Et ça, ça reste quand même une idée assez bizarre, inhabituelle dans la littérature de jeunesse. Mais il faut aussi comprendre cette politique éditoriale dans le climat de l'après-guerre, où la figure de l'enfant dans le sillage de 2 guerres mondiales est devenue vraiment une figure d'espoir, mais aussi d'inquiétude. De discours critiques de l'époque ne voulaient pas qu'on stimule trop son imagination ou lui donner des images dérangeantes qui pourraient, on craignait, être traumatisantes. Donc l'accent ici sur la liberté est un défi radical contre ce protectionnisme de l'après-guerre. Le deuxième livre que je l'ai sélectionné est plus explicitement aligné avec la Révolution de 68.
et cette ère de contestation. Et il s'appelle A. Ernesto de Marguerite Duras, avec image de Bernard Bonhomme. Et ce livre est né de mai 68. Duras l'a rédigé au cours de l'année 68, alors qu'elle écrit à l'éditeur « Je suis tellement mobilisée par cette guerre au Vietnam que tout le reste est dérisoire ». Il sera publié en 71 et c'est un grand livre rouge qui met en scène le jeune Ernesto, en hommage à Ernesto Che Guevara, qui refuse d'aller à l'école parce qu'à l'école, on m'apprend des choses que je ne sais pas. Le texte elliptique accentue par sa mise en page, c'est une liste avec des puces, et ça développe un dialogue de sourds entre les parents, le prof et le jeune garçon. Et cette lutte culmine dans la protestation d'Ernesto qui hurle « Non, je sais dire non et c'est bien suffisant ». C'est une critique féroce de l'enseignement obligatoire qui apprend aux enfants l'obéissance, comment devenir un rouage de la machine capitaliste. Donc, ce livre s'alignait aussi avec le mouvement 68 art de déscolariser la société, d'émanciper les enfants de l'enseignement obligatoire du système. Et elle s'était en partie inspirée de son fils qui était vraiment impliqué à ce moment-là dans le mouvement lycéen. Et les images de couleurs claquantes, on peut dire, fluorescentes de Bernard Bonhomme font réverbérer la violence du texte. Et là aussi, on voit encore l'influence du push-graphisme new-yorkais. Ici, les liens avec l'affiche de Seymour Chvast contre la guerre en Vietnam. Et le livre clôt avec une photomontage par le célèbre affichiste polonais Roman Klisewicz, dans laquelle figure un jeune enfant sous un champignon atomique. Ce texte tellement étrange, explosif, comme vous le souhaitiez, dit Duras en rendant le manuscrit à son éditeur, ce livre a été un échec total. Ça ne s'est pas du tout vendu. Il leur a valu l'épithète de maoïste. Et en fait, beaucoup de gens se sont demandé, est-ce qu'il s'agit-il vraiment d'un livre pour enfants? Et en décembre de l'année suivante, la fameuse docteure Françoise Dolto fustige les éditions Harlan-Quist en déclarant qu'ils sont des pervers dangereux et les accuse de mener et je cite, une génocide au niveau imaginaire de la classe sociale que les révolutionnaires voulaient détruire. Alors, c'était un mouvement éphémère de livres qui ne se sont pas pour la plupart vendus, mais ces débats, cette provocation, c'était important. Ça constitue quand même un moment de rupture qui a suscité beaucoup plus d'intérêt dans un domaine considéré avant comme vraiment mineur. Alors là, ça revêtait le statut de contre-culture, on peut dire. Donc, on voit après, au cours des années 70, les grandes maisons d'édition littéraires comme Gallimard, comme par exemple, ont ouvert des départements pour enfants inspirés un peu par ce mouvement-là qui a donné plus d'ampleur, plus d'intérêt et aussi vraiment ce mouvement de défi contre le protectionnisme de l'après-guerre a donné une vision nouvelle de l'enfant et son livre. Merci. Alors, nous allons conclure simplement peut-être en évoquant ce moment limite, et du coup nous ne montrerons pas d'autres images, ce moment limite de l'image qui est cette part de production d'images qu'on trouve autour de mai 68, notamment liée aux enfants, et notamment sur la sexualité des enfants, et ça n'est pas, je n'avais absolument pas prévu qu'on aille sur ce terrain, à vrai dire, mais en vous écoutant, ça me semble intéressant de s'interroger sur cette question de la puissance des images ou de leur impuissance. Et quand on prépare une exposition sur cette période et qu'on veut y inclure la réflexion sur l'éducation et la non-éducation,
sur ce qu'on a appelé la libération sexuelle, en réalité, on trouve un certain nombre de publications, de textes, mais aussi d'images, qui sont des images qu'aujourd'hui, on qualifierait explicitement de pédophiles, qui, de toute façon, à l'époque, encouraient les foudres de la loi. Un petit peu plus tard, on sait que des numéros de Libération, journal qui est créé en 1973 par des maoïstes, dans ce sillage-là, dans le sillage de mai 68, des numéros de Libération sont saisis pour incitation à la pédophilie, avec un certain nombre d'images produites par le groupe Bazooka, donc c'est un peu une autre histoire que celle de l'extrême gauche, mais on est quand même dans l'affiliation. Et Philippe Artière ayant travaillé sur ces questions-là, peut-être on peut conclure simplement avec une sorte de réaction à ce que Sophie vient de dire et à cette question de la présence d'un certain type d'image ou de sa non-présence, de la non-possibilité aujourd'hui pour un regard contemporain de regarder un certain nombre d'images. Et on montrait des images maoïstes tout à l'heure, ce qui nous a beaucoup frappé dans la préparation de l'exposition, c'est aussi le fait que que ces images maoïstes, elles sont tellement passées par le filtre d'une forme d'exotisme que nous n'y voyons plus spontanément aujourd'hui l'effet, le lien qu'elles ont pu avoir avec une politique qui est une politique totalitaire, qui est une politique qui a fait effectivement des millions de morts, mais que, je ne sais pas si Mao a l'air plus sympathique que Hitler, ou une chose de ce type-là, mais que finalement nous pouvons montrer ici sans avoir besoin de les barder de plein de caveats qui diraient « attention, c'est une image dangereuse, ça peut être repris, mal interprété ou que sais-je ». Alors que si, par exception, on arrivait à montrer certaines des images pédophiles, on ne pourrait pas le faire sans les barder de tout un ensemble d'indications. Peut-être Philippe, juste pour terminer, j'ai un peu trop parlé, donc je réduis d'autant ton temps de parole en fait. Non, juste un mot peut-être pour insister sur cette littérature de jeunesse qui est en même temps un moment qui n'est pas seulement un moment d'adulte, mais qui est un moment aussi de ce que Michel Foucault a parlé, a nommé subjectivation, c'est-à-dire que l'enfant devient un sujet et même un sujet politique, un sujet politique désirant, ce qui évidemment induit un certain nombre aussi d'images qui sont certes produits par des adultes mais aussi par des enfants. Dans des classes, on se met à faire dessiner le désir, ce fameux désir des enfants, qui est aujourd'hui je dirais, peu historicisable. Et je crois que c'est là-dessus, et c'est pas pour rien que nous sommes à l'INHA, que c'est important d'y insister. Cette question de la sexualité des enfants. J'avais dans un catalogue écrit un texte sur le désir des enfants. D'une certaine manière, il faut l'historiciser. Et ces images qu'on voit là, je ne suis pas bien sûr qu'un certain nombre de parents et d'associations de parents, d'associations familiales, avec lesquelles je siège dans d'autres autorités, d'autres instances, seraient formidablement ravis de voir. Donc tout ça pour insister sur le fait que effectivement cette production d'images, et on pourrait insister aussi sur la production des images autour, et c'est ce qu'on avait prévu, autour des mineurs par exemple, autour des ouvriers, le corps des ouvriers, la manière dont l'ouvrier devient un sujet politique au sens même d'un sujet qui existe politiquement, et comme le mineur qui a une parole et qui peut s'exprimer contre les houillères, qui peut énoncer, qu'on prend au sérieux,
Bon, bah, l'enfant, on le prend au sérieux, on prend au sérieux ses désirs, dans un moment où effectivement la question de la psychanalyse fait partie, le discours analytique fait partie du langage commun. Et je crois que c'est ce qu'on a en tout cas essayé avec Éric de Chassey dans cette exposition, c'est de bien tenter, enfin en tout cas de tenter d'historiciser, et je crois que c'est ce que vous faites dans votre travail, d'historiciser les images, et que cette idée que les textes seraient historicisables et que les images n'auraient pas d'histoire, et en dehors d'une histoire de l'art. Mais les images sont bien dans l'histoire, et je crois que à la fois les images de Virginie Linhart indiquent combien selon Hartog, il y a bien un présentisme à l'œuvre, et autant je crois que ce que vous avez présenté et ce qu'Éric a montré indique combien il n'y a pas d'image sans finalement aussi d'autres images à côté, et que cette question de finalement, non pas un contexte, mais une contemporanéité d'images, et ce qu'on a appelé des images en lutte, est absolument nécessaire et importante pour ce qui est quand même le but de, je crois, un certain nombre de personnes qui sont payées par les contribuables, c'est-à-dire contribuer d'une certaine manière à une éducation à l'image, et donc à, d'une certaine manière, à renforcer une démocratie par l'image. Voilà. Merci beaucoup. Je passe la parole à Adrien tout de suite, Laroche, qui est au fond de la bibliothèque.